Ah, Parcoursup. C'est un eau qui peut faire un peu peur, hein. On a l'impression d'être face à un immense labyrinthe. Mais franchement, pas de panique. L'idée ici, c'est justement de transformer ce qui ressemble à une épreuve en une stratégie super claire. On va voir ensemble tous les outils pour s'y retrouver et surtout pour réussir. Alors voilà comment on va s'y prendre. On a un plan en 5 points. D'abord, on va poser les bases de Parcoursup, le guide essentiel. Ensuite, on verra comment formuler ses vœux de façon stratégique. Troisième point, comment monter un dossier en béton. Après ça, on plongera dans le pouvoir des données. C'est nouveau et super important. Et on terminera avec les dates clés à ne surtout pas manquer. C'est parti! Allez, on attaque avec la première partie, le guide essentiel. Parce que oui, avant de se lancer dans des stratégies complexes, il faut d'abord bien comprendre sur quoi on met les pieds. C'est quoi Parcoursup au juste? Comment ça marche? On regarde les fondations. C'est vraiment la question qui est sur toutes les lèvres. Mais par où on commence? Devant cette montagne, la première chose à faire, c'est de bien saisir les règles du jeu. Comprendre les bases du système, c'est ce qui va permettre de construire une candidature qui tient la route. Alors, un chiffre pour commencer, 23 000. C'est énorme, hein? C'est le nombre de formations qui sont disponibles sur la plateforme. Et le gros avantage, c'est que tout est centralisé. Un seul dossier, un seul calendrier pour postuler à peu près partout en France. Franchement, ça simplifie quand même drôlement les choses. Et là, attention, information super importante qui change tout, les choix sont confidentiels. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement que les formations ne voient que la candidature qui leur est destinée. Elles ne savent pas du tout où on a postulé d'autres. Ça libère. Ça veut dire qu'on peut oser des vœux un peu ambitieux sans avoir peur que ça nous grille pour d'autres choix, disons, plus sages. Ok, les bases sont posées. Maintenant, on passe au cœur du réacteur, la stratégie. Comment on formule ses vœux pour que ça compte vraiment? C'est le moment où on transforme une simple liste de souhaits en un vrai plan de bataille pour la suite. Alors, il faut imaginer qu'on a 2 compteurs séparés. D'un côté, le compteur principal, avec jusqu'à 10 vœux pour les formations, on va dire, classiques. De l'autre, un deuxième compteur, avec 10 vœux en plus, mais uniquement pour les formations en apprentissage. Et un détail qui a son importance, pour les vœux classiques, pas besoin de les classer par ordre de préférence. On met ce qu'on veut dans l'ordre qu'on veut. Et là, il y a un concept à absolument maîtriser, le vœu multiple. C'est un outil super puissant. Pour faire simple, c'est un peu comme si on postulait pour le même job, mais dans différentes agences de la même boîte. On fait un seul vœu, par exemple BTS Commerce International, et ensuite on peut le proposer à plein d'établissements différents. Chacun de ces établissements sera un sous-vœu. Regardons un exemple concret avec Camille, ça va être très clair. Camille, son projet, c'est une classe prépa littéraire. Ça, c'est son vœu numéro 1. Elle repère 7 lycées qui l'intéressent et qui proposent cette filière. Elle les sélectionne tous. Eh bien, au final, ça ne lui aura coûté qu'un seul vœu principal sur ses 10, mais elle aura utilisé 7 sous-vœux. C'est une astuce géniale pour maximiser ses chances sans griller toutes ses cartouches. Bon, on a vu la stratégie des vœux, maintenant il faut passer à l'étape suivante, convaincre. Et pour ça, il y a le dossier. C'est bien plus qu'une simple collection de notes, c'est vraiment l'endroit où on peut raconter une histoire, montrer qui on est. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce fameux dossier? Il y a bien sûr le parcours scolaire, les notes. Pour la plupart des lycéens de France, c'est déjà rempli. Ouf! Le vrai travail, là où on peut faire la différence, c'est sur le projet de formation motivée. En gros, la lettre de motivation. Et aussi sur la rubrique activités et centres d'intérêt. Le projet de formation motivée, c'est la pièce maîtresse. Mais attention, c'est court, 1500 caractères. Ça veut dire que chaque mot pèse. Le conseil numéro 1, être authentique. Fini les phrases toutes faites. Il faut expliquer concrètement pourquoi cette formation, ce qui nous attire, ce qu'on pense pouvoir y apporter. Montrer qu'on a fait ses recherches, ça fait toute la différence. Ensuite, il y a cette fameuse rubrique activités et centres d'intérêt. Beaucoup la survolent en pensant qu'elle est facultative. Grosse erreur. C'est l'arme secrète du dossier. C'est là qu'on peut parler d'un stage, d'une expérience de bénévolat, d'un brevet comme le BAFA ou même d'une certification comme PIX. Ça montre qui on est en dehors des cours, et pour les formations qui reçoivent des milliers de dossiers, ça peut être le petit plus qui change tout. Et maintenant, on aborde un point qui change complètement la donne. On entre en quelque sorte dans une nouvelle ère de Parcoursup. Fini de naviguer à vue, de faire des suppositions. Maintenant, on a des données, des vrais chiffres pour construire sa stratégie. Imaginez un instant, et si on pouvait voir un peu le profil des candidats qui ont été acceptés les années d'avant? Ce serait un avantage de fou pour savoir où on se situe, non? Eh bien, ce n'est plus de la science-fiction, c'est devenu une réalité. Et voilà le fameux outil, visualiser les chiffres d'accès à la formation. Qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet de voir les données des 3 dernières années sur les profils admis. On parle d'une transparence complètement inédite. C'est une vraie mine d'informations pour ajuster sa stratégie. Et en plus, c'est super simple à utiliser. En gros, on choisit une formation qui nous intéresse, on rentre son profil, type de bac, ses spécialités terminales, et on positionne sa moyenne générale.
On clique et hop, l'outil nous dit à quelle fréquence les profils comme le nôtre ont reçu une proposition. C'est comme un simulateur personnel en fait. Le résultat est super visuel, facile à comprendre. On voit tout de suite si, pour un profil donné, une proposition était rarement, fréquemment ou même très fréquemment faite. Attention, ce n'est pas une boule de cristal, ça ne garantit rien, mais c'est une aide précieuse pour construire une liste de vœux bien équilibrée, avec un peu d'audace et un peu de sécurité. Un autre chiffre à regarder de près, c'est le taux d'accès. C'est tout bête, c'est le pourcentage de candidats qui ont reçu une proposition l'année passée. Si on voit un taux bas, genre 10%, ça veut dire que c'est ultra compétitif. Si on voit un taux proche de 100%, ça veut dire que la formation est beaucoup plus accessible. C'est un super indicateur pour mesurer la concurrence. Bon, on a vu la stratégie, le dossier, les données. On termine par ce qui est peut-être le plus important, car c'est non négociable, le calendrier. Avec Parcoursup, on ne rigole pas avec les dates. Il y a 3 dates à noter, en rouge, en gras, partout. Le 19 janvier 2026, ouverture, on s'inscrit, on commence à mettre ses vœux. Le 12 mars, c'est le dernier jour pour ajouter ou changer des vœux. Après, c'est fini. Et le 1er avril, date limite pour finaliser tous les dossiers et surtout pour confirmer chaque vœu. Si on rate une de ces échéances, la candidature passe à la trappe. C'est aussi simple que ça. Donc, pour résumer tout ça, Parcoursup, ce n'est pas une loterie, c'est un outil. Et comme tout outil, il faut apprendre à s'en servir. La clé, c'est quoi? Utiliser les données pour construire une liste intelligente, soigner son dossier pour raconter son histoire au-delà des notes, et être obsédé par les dates limites. Voilà la recette pour reprendre la main sur le processus. Et ça nous laisse avec une question pour la fin. Maintenant que tout est plus transparent, que les données sont là, qu'est-ce qui va peser le plus lourd dans la balance? Est-ce que ce sera toujours les notes, avant tout? Ou bien est-ce que la motivation personnelle et la stratégie pure vont devenir les vrais game changers? C'est une réflexion intéressante, et la réponse est sûrement un peu des trois.